Certains présentent le conflit entre l'Occident et la Chine comme le choc de sociétés qui s'opposent. Mais qu'est-ce qui définit les sociétés dont ils parlent? Est-ce la culture chinoise vieille de 5000 ans, profondément influencée par le confucianisme, le bouddhisme et le taoïsme, ou est-ce l'idéologie communiste qui a occupé la Chine au cours des 100 dernières années? Bienvenue dans Regard sur la Chine, je suis Vladian Huitens. Dans le reportage spécial d'aujourd'hui, nous cherchons à répondre à cette question. Le Parti communiste chinois peut-il représenter la culture chinoise? Et nous démontrons comment la confusion entre ces deux concepts est à l'origine d'un certain chaos. La Chine apparaît souvent dans les débats politiques d'aujourd'hui. D'une part, les opinions défavorables en ce qui concerne la Chine atteignent un niveau historique dans de nombreux pays, y compris aux États-Unis, avec 7 Américains sur 10 qui disent avoir une opinion négative de la Chine. Et ce, alors que les pratiques commerciales déloyales de Pékin continuent d'affecter les emplois et les entreprises américaines, et que de nouvelles révélations sur les atrocités commises par le régime en matière de droits de l'homme choquent la conscience des Américains. Mais d'un autre côté, des groupes d'activistes progressistes et des législateurs font pression pour une position plus souple au sujet de la Chine. Ils disent craindre que les politiques de la Maison-Blanche contre l'influence de la Chine n'attisent la haine contre les Américains d'origine asiatique. Ils ont averti le président Biden de ne pas dépeindre la Chine comme une menace existentielle. Mais une question clé est souvent ignorée, lorsque les gens s'accusent mutuellement d'être pro-Chine ou anti-Chine. De quels traits de caractère parlent-ils exactement ? Font-ils référence au régime communiste chinois ou aux 5000 ans de civilisation du pays? Cette culture et cette histoire existaient bien avant que le Parti communiste, d'origine européenne, ne prenne le contrôle de la Chine continentale. C'est dans cette incapacité à séparer les deux que les problèmes commencent. Un ancien fonctionnaire du département d'État a un jour décrit les efforts de Washington pour contrer le régime chinois comme la préparation d'un choc des civilisations. Cette théorie a été mise en avant par le politologue américain Samuel Huntington dans les années 90. Selon lui, l'identité culturelle et religieuse des peuples sera la principale source de conflits dans le monde de l'après-guerre froide. Huntington a immédiatement fait l'objet d'une levée de boucliers à propos de ce concept, critiqué comme une rhétorique raciste et dangereuse. Et la citation de cette théorie par le fonctionnaire américain a suscité la même réaction. Mais le Parti communiste chinois, ou PCC, peut-il ne serait-ce que représenter la civilisation chinoise pour commencer? Et la civilisation chinoise est-elle prête à entrer de façon inévitable en conflit avec l'Occident? Pour répondre à la première question, les spécialistes de la culture chinoise classique ont affirmé que le PCC ne peut pas représenter l'héritage du pays. Yu Yingxi a été décrit par ses pairs comme le plus grand historien intellectuel chinois de sa génération. Il affirme que le comportement du PCC est en contradiction avec les enseignements traditionnels de Confucius, l'une des plus grandes sources d'influence de l'ancienne culture chinoise. Et ce, malgré les efforts déployés par le régime chinois pour se présenter comme tel ces dernières années. Pour renforcer ses liens autoproclamés avec cette doctrine, les dirigeants du Parti communiste citent souvent les classiques de Confucius dans leurs discours diplomatiques. En plus de visiter le temple de Confucius, d'accomplir des rituels pour le commémorer et de construire des centres d'éducation appelés Institut Confucius en son nom dans le monde entier. Mais cela peut-il prouver que le PCC respecte les valeurs fondamentales de Confucius? Ce n'est pas l'avis de Yu. Dans un discours prononcé en 2014 à Hong Kong, il a expliqué « Les confucianistes sont tolérants envers les autres et la voie confucéenne se compose de ces deux mots, honnêteté et pardon. L'honnêteté consiste simplement à faire de son mieux, tandis que le pardon consiste à traiter les autres avec une attitude prévenante. Comme l'a dit Confucius, ne fais pas aux autres ce que tu ne voudrais pas qu'ils te fassent. C'est l'enseignement de base du confucianisme. Si un parti politique ou un gouvernement envoie en prison toute personne qui ose émettre ne serait-ce qu'une critique mineure de sa politique, peuvent-ils être confucianistes? C'est pourquoi je pense qu'il est très simple d'identifier les vrais confucianistes. Mais pour expliquer les tentatives du PCC de se lier au confucianisme, il faut d'abord se tourner vers le passé. À la fin des années 50 et au début des années 60, une campagne économique et sociale communiste mal planifiée a plongé le pays dans la crise. Connue sous le nom de Grand Bond en avant, elle a provoqué l'une des famines les plus meurtrières de l'histoire de l'humanité et a laissé des dizaines de millions de Chinois mourir de faim. Selon Yu, c'est alors que le parti a commencé à ressusciter cette idéologie totalitaire en faillite en y injectant du nationalisme. Ils ont remis le nom de Confucius sur le devant de la scène qu'ils avaient autrefois violemment critiqué, mais cette fois dans le but de servir la politique du Parti communiste tout en écartant ses enseignements d'honnêteté et de pardon. Selon Yu, cette nouvelle vague de nationalisme est souvent prise pour un renouveau de la culture confucéenne en Chine.
L'historien estime que s'il devait y avoir un conflit entre la Chine et les États-Unis, il ne s'agirait pas d'un soi-disant choc des civilisations. En effet, le Parti communiste chinois ne peut pas représenter la civilisation et la culture chinoise. Le conflit serait plutôt entre le totalitarisme et les forces antitotalitaires. Passons maintenant à la deuxième question. La partie chinoise se heurtera-t-elle inévitablement à l'Occident ? Les incidents historiques semblent indiquer que les deux sont en fait plus compatibles qu'il n'y paraît. En fait, pendant plus de 200 ans, sous les dynasties Ming et Qing, la Chine a accueilli près de 1000 missionnaires chrétiens venus de l'Ouest. Dans l'histoire de l'Occident, des guerres de religion ont éclaté à travers les âges lorsque différentes religions entraient en contact. En revanche, les relations entre les missionnaires et la population chinoise locale ont été loin d'être combatives. L'histoire révèle que les confucianistes chinois et les missionnaires chrétiens s'accommodaient en fait les uns des autres. Certains membres des élites confucéennes se sont même convertis au christianisme, devenant par la suite prêtres. Certains missionnaires ont également fini par devenir les conseillers les plus précieux et les plus fiables de l'empereur chinois, occupant des postes élevés au sein du gouvernement impérial. Même si les missionnaires ont subi des revers par la suite, qu'ils ont subi des interventions gouvernementales inamicales et qu'ils n'ont pas donné au christianisme une assise solide dans la société chinoise, il y a une chose sur laquelle de nombreux historiens s'accordent. À la surprise des missionnaires, le confucianisme et le christianisme ne sont pas intrinsèquement en conflit. Un missionnaire évangélique du XVIIIe siècle insistait sur le fait que les classiques confucéens contenaient un résumé mystérieux et prophétique de tous les principes et de toute l'économie de la religion chrétienne. Certains principes sont d'une similitude si frappante entre les deux civilisations qu'un autre missionnaire, James Legge, a même soutenu que Confucius devait avoir été envoyé et élevé par Dieu pour conserver une certaine connaissance du divin et des instructions divines parmi les Chinois. Le prêtre italien Matteo Ricci, qui est venu en Chine plus tard au XVIe siècle, est arrivé à une conclusion similaire. Il pensait que Dieu lui-même était apparu dans l'histoire chinoise et que Confucius en avait pris connaissance. Legge est l'un des premiers et des plus célèbres traducteurs de textes classiques chinois en anglais. Comme nombre de ses prédécesseurs, Legge était convaincu que les missionnaires devaient avoir une bonne compréhension de la culture et des idées chinoises s'ils voulaient prêcher l'évangile du Christ au peuple chinois. Il a co-traduit la série monumentale des livres sacrés de l'Orient, dont les classiques confucéens, les 4 livres, ainsi que les classiques du taoïsme, le Tao Te Ching et les écrits de Zhuangzi. Legge n'a jamais vacillé dans sa foi et sa pratique du christianisme, bien qu'il ait par la suite modifié son point de vue initial. Au début, il ne voyait la foi traditionnelle chinoise que comme un outil pour sa mission d'évangélisation, mais il en est venu plus tard à croire que Confucius était un très grand homme, et que son pays d'origine ainsi que la société britannique bénéficieraient de la lecture de sa sagesse en matière de gouvernance morale et de principes de vie. Dans son essai de 1877 intitulé « Le confucianisme mis en relation avec le christianisme », Legge illustre comment les cultures traditionnelles orientales et occidentales sont, d'une certaine manière, unies par une croyance fondamentale. Que l'homme est la créature du ciel ou de Dieu, qu'il est la tête et la couronne de toutes les œuvres inférieures de Dieu, plus intelligent que les autres êtres et spécialement doté d'une nature morale, qu'il est constitué d'un corps et d'un anima mortel et d'une âme ou d'un esprit intelligent qui sont séparés au moment de la mort. Legge poursuit en disant que l'enseignement du confucianisme sur le devoir humain est merveilleux et admirable, c'est-à-dire en termes de devoirs moraux et de relations sociales, même s'il n'est pas parfait. Il a fait valoir les 3 dernières des 4 choses que Confucius a enseignées, la littérature, les actions justes, la loyauté et la confiance. Ces propos sont en harmonie avec la loi et l'évangile, à l'exception de ce que j'ai mentionné. Qu'est-ce qui peut être plus excellent que la doctrine des 5 relations humaines et des 5 vertus qui s'y rapportent, que les leçons de Mencius sur la bienveillance et la droiture? Les 5 vertus constantes du confucianisme sont la bienveillance, la droiture, la probité, la sagesse et la loyauté. Qui plus est, Confucius croit que les humains sont nés avec une bonne nature. Même si le christianisme n'est pas d'accord, les classiques de Confucius le reconnaissent. L'esprit de l'homme est agité, enclin à l'erreur, son affinité pour la bonne voie est faible. Et celui qui offense le ciel n'a personne à qui adresser ses prières. Dans la préface de sa traduction de 1882 du Yeking, aussi appelé le livre des changements, Legge illustre également la croyance chinoise sur l'omniprésence du Créateur. De nombreux autres missionnaires affirment que le concept de Dieu existait déjà dans les idées chinoises de Tian, qui signifie ciel, et Shangdi, qui signifie seigneur. Ces idées sont abordées dans d'autres ouvrages classiques, comme la doctrine du sens et le livre des rites. Du côté chinois, les érudits de Confucius de la dynastie Ming et Qing ont embrassé l'importance de l'ouverture d'esprit, un contraste frappant avec l'attitude hostile du PCC envers l'idéologie occidentale.
L'historien Yu Yingxi a affirmé que les Chinois sont plus concernés par l'accent mis par les Confucéens sur la similitude de l'esprit humain et l'accessibilité universelle du Tao pour chacun. Le philosophe confucéen du XIIe siècle, Lu Xiangshan, a déclaré « Si un sage devait apparaître dans la mer de l'Est, il aurait le même esprit et le même principe. Si un sage apparaissait dans la mer de l'Ouest, il aurait le même esprit et le même principe. » Cette phrase a été citée par un érudit de Confucius pour montrer son admiration pour un missionnaire. Mais il existe un autre argument expliquant pourquoi l'Orient et l'Occident pourraient se confronter inévitablement. Le fait que le confucianisme est incompatible avec l'idée de démocratie occidentale. Samuel Huntington est le créateur de la théorie du choc des civilisations. Il estime que dans la pratique, les sociétés confucéennes et celles influencées par le confucianisme ont été inhospitalières à la démocratie. Il soutient également que l'héritage confucéen de la Chine, qui met l'accent sur l'autorité, l'ordre, la hiérarchie et la suprématie de la collectivité sur l'individu, crée des obstacles à la démocratisation. L'existence de certains pays démocratiques peut remettre en question cette opinion. Des démocraties comme Taïwan, le Japon et la Corée du Sud ont toutes été fortement influencées par la culture traditionnelle chinoise et le confucianisme. En Chine, le missionnaire du XIXe siècle Young John Allen a critiqué la régression politique de la dynastie Qing, mais il a souligné qu'il admirait la culture traditionnelle chinoise et n'a jamais cherché à conquérir le confucianisme. Par ailleurs, les érudits confucéens chinois ont été parmi les premiers à prôner une réforme politique démocratique dans la Chine impériale. La première république démocratique de Chine a été fondée par Sun Yat-sen en 1912. Ce gouvernement, la République de Chine, s'est ensuite installé à Taïwan en 1949. Les communistes chinois ont ensuite pris le contrôle de la Chine continentale. Sun attribue en partie son principe de démocratie à la pensée traditionnelle chinoise. Ses phrases traditionnelles disent des choses comme « le ciel voit avec les yeux de son peuple »,« le ciel entend avec les oreilles de son peuple » et « le peuple est d'une importance suprême, le souverain vient en dernier ». Un exemple de cela vient du classique confucéen Zhuo Zhuan. Il dit « Le ciel aime tellement son peuple, comment peut-il permettre à une personne de faire négligemment du mal au peuple et de le dépouiller de ses moyens de subsistance? Il ne permettrait pas que cela se produise longtemps. Comment un tel dirigeant ne pourrait-il pas être chassé ?» La culture traditionnelle chinoise contient effectivement des éléments soulignant la hiérarchie et le règne des élites, mais la légitimité de ces dirigeants provient davantage de leur moralité que du pouvoir et de la richesse. Si un dirigeant devient corrompu, il peut perdre ce que l'on appelle le mandat du ciel pour gouverner, ce qui signifie qu'il serait écarté du pouvoir. L'historien Yu Yingxi a écrit un essai réfutant l'argument de Huntington selon lequel le confucianisme n'est pas favorable au système démocratique. Dans cet essai, Yu cite un historien américain, Arthur Schlesinger Jr., qui a déclaré « Tout au long de l'histoire de l'humanité, le gouvernement a toujours été un gouvernement par une minorité, c'est-à-dire par des élites. Cela est aussi vrai pour les États démocratiques et communistes d'aujourd'hui que pour les monarchies médiévales et les tribus primitives. La question sérieuse n'est pas l'existence de l'élite dirigeante, mais son caractère. » Depuis sa prise de pouvoir, le Parti communiste chinois a férocement attaqué et tenté d'éliminer la culture traditionnelle chinoise. Le dirigeant communiste qui a fondé le régime chinois, Mao Tse-tung, a juré de transformer la nation en un pays rempli de travailleurs éduqués avec une conscience socialiste. Pour ce faire, il a persécuté les intellectuels et les érudits traditionnels, détruisant les temples, les statues historiques et autres reliques culturelles, et dénonçant toutes les idées traditionnelles comme étant féodales et arriérées. Ce n'est qu'après que la révolution culturelle de Mao a bouleversé la société chinoise et épuisé toute son idéologie d'extrême gauche que le PCC s'est tourné à nouveau vers l'ancienne culture. Cette fois, il l'a utilisée pour renforcer sa propre réputation et le sentiment national du peuple chinois. Un peu comme l'utilisation de Wagner et de Beethoven par Adolf Hitler. De même que Beethoven n'est pas à blâmer pour le génocide des Juifs, il convient de se demander si la civilisation chinoise doit être tenue pour responsable des atrocités et des agressions du PCC, et si les politiques punissant les violations des droits de l'homme et l'infiltration du régime dans la société occidentale doivent être qualifiées d'anti-chinoises. Et c'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir suivi Regard sur la Chine, prenez soin de vous et à bientôt.